Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je vous présente les commandants de Jumpstart et de Fondation, du moins bon au meilleur. Je me suis dit que ce serait marrant de faire comme ça. Prenez pas non plus le classement trop au sérieux, bien sûr. Il y a aucun de ces commandants qui est vraiment nul ou injouable, donc n'hésitez pas à en faire des decks, même si je dis qu'ils sont pas bons, c'est pas pour ça qu'ils sont pas drôles. Le moins bon, c'est Paul. Je vais juste l'appeler Paul. Ça lui enlève tout son statut de créature légendaire si tu l'appelles juste Paul. Paul, c'est une 4-5 pour 6 avec le vol. Quand il arrive, vous choisissez un type de créature, et vous piochez une carte pour chaque créature de ce type que vous contrôlez. Ce qu'empêche cette carte d'être meilleure, c'est qu'elle est monocolore, et qu'elle coûte 6. Donc on peut faire des trucs rigolos avec cette carte, mais je pense que tout ce qu'on peut faire de bien, c'est junk. Vous pouvez jouer par exemple un tribal sorcier, où vous blinkez tous vos sorciers, et du coup vous pouvez le blink lui-même pour piocher plus de cartes. Vous voyez, ça c'est un peu junk, mais ça peut faire un deck rigolo. Ou un tribal humain, où vous pouvez faire un tribal qui a rien à voir avec lui, parce qu'il a 3 types de créatures. Donc il vous fera piocher une carte de plus si votre deck tourne autour de celle-là, mais c'est même pas obligé. Vous pouvez faire un tribal crabe, et juste le jouer pour piocher une fois que vous avez plus de cartes en main. Et là, ça justifie qu'il coûte aussi cher, mais bon, je pense pas qu'il soit très fort, c'est sûr. Brolios of Firesband, une étoile pour 5, sa force et son endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez, ça c'est du déjà vu. Chaque fois qu'il attaque, piochez une carte, puis vous pouvez mettre un terrain depuis votre main sur le champ de bataille. Alors, c'est un commandant qui peut être bien, il faut le protéger parce que c'est très Voltron. Vous pouvez piocher pas mal de cartes avec toutes les cartes en vert qui vous disent de piocher égale à la force d'une créature. Lui-même, c'est un moteur à pioche à chaque tour, juste il arrive tour 5, c'est un peu tard, mais vous avez le temps de rampe avant. Voilà, si ça c'est les pires commandants de l'extension, on va dire que c'est pas mal. Kiora the Rising Tide, une 3-2 pour 3 bleus. Quand elle arrive, vous piochez 2 cartes et défaussez 2 cartes. Quand elle attaque, s'il y a 7 cartes ou plus dans votre cimetière, vous faites une 8-8 légendaire pieuvre. C'est le fait que la pieuvre soit légendaire qui rend ce commandant un peu junk, parce que pour pouvoir avoir plusieurs de ces pieuvres, il va falloir que vous contourniez la règle des légendes avec Mirror Box, ce genre d'effet. Vous pouvez aussi muter, mais vu que vous êtes en monocolore, il n'y a pas beaucoup de mutations pour faire passer ça permet de contourner le type légendaire, la mutation. C'est clairement pas le truc de fou. Kellan, Planar Trailblazer, une 2-1 pour 1, un nouveau commandant pour 1 mana, qui sont plutôt rares. Il a 2 capacités activées que vous utilisez l'une après l'autre pour pouvoir lui faire gagner des capacités. Donc pour 2 mana, il gagne quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Et pour 3 mana, il devient une 3-2 et gagne double initiative, ce qui fait qu'avec votre première capacité, vous allez exiler 2 cartes en tapant un joueur. Donc ça ressemble plus à une carte de mono rouge en standard, ça. Je l'aime bien quand même, c'est rigolo, c'est sympa d'avoir un commandant qui arrive tour 1. Le problème, c'est que tu le fais arriver tour 1, tu l'évolues tour 2, tu l'évolues tour 3. Au final, c'est un commandant à 6 mana, mais où tu répartis. Le principe est sympa, mais ça va être un deck Voltron, et puis voilà. Semilla Mélessian, poète, une 1-1 pour 3. Quand vous lancez votre premier sort d'enchantement chaque tour, vous créez une 2-2 nymphe enchantement. Au début de chaque combat, si vous avez 5 enchantements ou plus, Semilla gagne +4/+4 et lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ce qui est assez cool avec ce commandant, c'est qu'il crée des jetons enchantement. Donc ça vous permet de jouer avec la constellation, ce genre d'effets qui disent quand un enchantement arrive sur le champ de bataille. Parce que là, chaque enchantement va vous faire arriver un autre enchantement, et ça vous permet de doubler un peu les triggers de vos enchantements qui sont lancés. Ou qui arrivent en jeu, plus exactement. Juste, c'est en mono blanc, donc c'est limité, ce serait en blanc-vert. Là, je dirais, oui, c'est un bon commandant, mais là, en mono blanc, je mériterais peut-être même d'être plus bas, quoi. Ozox the Clattering King, une 3-2 pour 3, mono noir. Il peut pas bloquer. Quand il meurt, vous créez Jumble Bones, une créature légendaire 2-1 squelette, avec cette créature ne peut pas bloquer, et quand ce jeton meurt, vous renvoyez Ozox depuis votre cimetière dans votre main. Alors, allez, c'est peut-être pas très fort comme carte, mais qu'est-ce que c'est marrant, quand même. Ozox, quand il meurt, il te crée un jeton. Quand tu sacrifies le jeton, tu renvoies Ozox. Tu peux le rejouer pour le sacrifier et avoir le jeton. Enfin, c'est du deck de boui-boitage, ça. En gros, c'est une carte que tu peux sacrifier à l'infini. T'as une infinité de créatures à sacrifier du moment que tu peux payer 3 mana. Ça peut être un deck combo si tu trouves le moyen de payer Ozox pour 0 mana, un peu comme on ferait avec Acererak. Donc je pense, en vrai, que ça peut être un deck combo vraiment fort. Mais je sais pas à quel point c'est viable. Elenda, Saint of Dusk, une 4-4 pour 4 en Orzhov, elle a lien de vie et défense talismanique contre les éphémères. Tant que votre total de points de vie est plus élevé que votre total de points de vie de départ, elle a +1/+1 et menace, et elle a +5/+5 supplémentaire si votre total de points de vie est 10 de plus que votre total de points de vie de départ. Donc ça peut être une 10-10 menace, lien de vie, et Hexproof
contre les éphémères, ça c'est vraiment très pratique. Mais c'est pas particulièrement intéressant comme design, et en fait, vos adversaires, s'ils voient ça en zone de commandement, ils vont dire, bon, bah, lui, on le focus dès le début, on lui fait perdre des points de vie. Faut surtout pas qu'il ait 10 de plus, parce que sinon il a une 10-10 exproof. Je crois que c'est ça le plus gros défaut de cette carte, c'est que si elle est en zone de commandement, vos adversaires tournent autour, et ça devient difficile d'avoir 50 points de vie. Plagon, Lord of the Beach, une 0-3 Azorius pour 3. Les cartes de Jumpstart, parfois, ils ont une capacité activée avec une deuxième couleur, donc il faut être attentif. Quand il arrive, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez, avec une endurance supérieure à sa force, et pour un mana, une créature ciblée que vous contrôlez assigne des blessures de combat égales à son endurance plutôt que sa force ce tour-ci. C'est tellement chiant de devoir payer un mana pour chaque créature. En fait, c'est juste Arcades en moins bien. Et il permet même pas à tes créatures avec le défenseur d'attaquer, je comprends pas cette carte. Urska Sweet Tooth, une 3-3 pour 3 en Célestia. Quand il attaque, vous créez un jeton nourriture. Quand vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer un mana. Quand vous le faites, une créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Je viens de remarquer que c'était pas forcément une créature que vous contrôlez. Donc si vous gagnez des points de vie en éphémère, vous pouvez booster les créatures de vos adversaires, c'est potentiellement rigolo. C'est juste dommage que ça donne pas piétinement, et une fois de plus, c'est dommage avec ces créatures de Jumpstart, parce qu'elles te demandent toujours de payer du mana à un moment, et ça les rend beaucoup moins forts. Tu dois payer du mana à chaque fois que tu gagnes des points de vie, donc... Quand même, la carte t'incite à gagner un gros nombre de points de vie d'un coup, parce que si tu gagnes que 1 point de vie, tu vas pas payer un mana pour donner +1/+1, mais si tu gagnes 10 points de vie, tu payes un mana pour donner +10/+10. Il y a un potentiel de ce côté-là. D'habitude, les cartes t'encouragent pas à gagner plein de points de vie d'un coup. Donc si vous gagnez 3 points de vie avec votre jeton nourriture, vous avez déjà payé 2 mana pour le craquer, en plus vous payez 1 mana pour donner +3/+3. Voilà, c'est un peu bof. Brigon, Soldier of Meletis, une 2-2 vigilance pour 2, mono blanc. Quand vous lancez un sort qui cible Brigon, vous lui mettez un marqueur +1/+1, et vous pouvez l'engager pour retirer un marqueur +1/+1 et piocher une carte. Donc cette carte, elle est sauvée par le fait qu'elle coûte 2 mana, et qu'elle est vigilance. Alors si elle avait pas vigilance, ce serait vraiment... pourri. Heureusement, vous pouvez attaquer sans qu'elle s'engage et l'engager pendant le tour d'un adversaire pour piocher une carte. Donc c'est un deck héroïque, mais mono blanc, et vous n'êtes pas énormément récompensé en ciblant Brigon, c'est ça qui m'embête. Et vous pouvez retirer qu'un marqueur, enfin, que piocher une carte par tour, à moins de trouver des moyens de la dégager, mais à chaque fois vous devez enlever un marqueur, c'est vraiment embêtant. Alors que héroïque, le problème de héroïque, c'est que c'est une stratégie où tu lances beaucoup de cartes, où tu dépenses beaucoup de cartes de ta main, et donc il te faut un moyen de vraiment y gagner quelque chose, sinon tu t'épuises très vite dans la partie. Tiny Bones, Bobble Burglar. Bobble Burglar. Mono noir, quand un adversaire se défausse d'une carte, vous l'exilez avec un marqueur dessus. Pendant votre tour, vous pouvez jouer les cartes que vous ne contrôlez pas avec les marqueurs de Tiny Bones dessus depuis l'exil, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé. Pour 4 mana, vous engagez Tiny Bones, chaque adversaire se défausse d'une carte, n'activez qu'en rituel. C'est chiant, voilà. Jouez pas ça, s'il vous plaît. C'est comme si vous piochiez 3 cartes quand vous faites tous vos adversaires se défaussent d'une carte. Mais ouais, non, c'est fort, mais c'est chiant, c'est tout. Ivoa, 1-1 pour 2 mono rouge. Piétinement, quand elle arrive et quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton 100. Chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous lui mettez un marqueur +1/+1. C'est pas mal, c'est encore une stratégie un peu Voltron, puisque vous allez devoir cumuler des marqueurs +1/+1. Si vous vous défaussez de 50 cartes d'un coup, vous lui mettez 50 marqueurs +1/+1, c'est l'avantage, et vous avez les jetons 100 qui vous permettent de vous défausser. C'est pas le moyen le plus rapide d'avoir une grosse créature, de se défausser, mais ça tire beaucoup parfait des effets de loot, si vous faites une Wheel of Fortune, hein, si vous avez l'argent pour ça. Bon, vous pouvez vous défausser de 7 cartes, piocher 7, et vous avez mis 7 marqueurs sur Ivora. Donc il y a... Voilà, c'est pas mauvais. Aphelia Viper Whisperer, une 1-3 pour 2. Golgari, contact mortel, quand elle attaque, vous pouvez payer 2 pour créer un serpent 1-1 avec le contact mortel. Pour 5 jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'au moins une gorgone et ou un serpent que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie, arrondi au supérieur. Donc ça le fait qu'une seule fois, hein, même si le joueur a 50 créatures qu'il tape. Si vous en avez une avec initiative ou double initiative, bon, ça peut le faire 2 fois. Une fois de plus, faut payer du mana pour ses capacités. Je dirais que la deuxième, où on crée un serpent, on va le faire que si on a trop de mana. Et la dernière pour 5 mana, c'est un peu pour clore les parties, pour vraiment mettre un gros coup
d'une traite. C'est pas mal, c'est un tribal sympa. Gorgone et serpent, je sais pas s'il y a beaucoup de Gorgone dans Magic. Ce sera plus serpent, j'imagine. Fumulus The Infestation, une 2-2 pour 4 mono noir, vol contact mortel. À chaque fois qu'un joueur sacrifie une créature non jeton, vous faites un insecte 1-1 avec le vol. À chaque fois qu'un insecte, un ver, une sangsue ou une limace que vous contrôlez attaque, le joueur défenseur perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Voilà, encore un tribal un peu bizarre. C'est une fois de plus dommage que ce soit mono noir, parce que ça aurait été peut-être l'occasion de jouer la reine des frelons. Là, c'est un tribal 4 types qui sont vraiment douteux. Insectes, ça, il y a pas mal d'insectes dans Magic, et vers aussi. Vers, je sais pas à quel point c'est jouable. La capacité est forte, vous allez voir ça pour plusieurs commandants de cette extension, c'est que la capacité en elle-même est forte, mais ça tourne autour de types de créatures qui sont médiocres. Vous avez heureusement la première capacité qui vous permet de de générer pas mal de jetons, mais vous pouvez pas jouer les doubleurs de jetons puisqu'une fois de plus, il n'y a pas de verre, donc la stratégie est un peu faiblichonne. Everett, Viceroy of Plunder, une 2-2 pour 3. Rakdos, elle a le vol, vous pouvez sacrifier une autre créature ou artefact en rituel pour lui mettre un marqueur +1/+1. Si le permanent sacrifié était un trésor, elle gagne lien de vie jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt, vous pouvez payer 2, quand vous le faites, elle inflige des dégâts égaux à sa force à chaque adversaire. Là, vous voyez, c'est pas trop embêtant de devoir payer 2, puisque c'est une capacité que tu vas faire une seule fois quand elle meurt. Donc ça rappelle un peu Jury, sauf que là, vous devez sacrifier avec la capacité de Everett. Ou alors, vous pouvez augmenter sa force d'autres manières, hein, évidemment. Vous pouvez lui attacher des équipements, lui mettre +10/+10 avec un marteau, et... comme ça, quand elle meurt, elle met 12 à chaque adversaire, et c'est pas mal. Notez que si vous lui donnez lien de vie en sacrifiant un trésor, et qu'ensuite elle inflige des blessures égales à sa force à chaque adversaire, alors vous allez gagner des points de vie égales à 3 fois sa force. C'est assez rigolo qu'ils aient mis ça sur la carte. Shrofus Sproutsire, une 1-1 pour 3 mono vert. Piétinement. À chaque fois qu'un saprobionte que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez autant de saprobiontes 1-1. J'aime bien que ce soit une 1-1 piétinement et qu'il n'y ait aucun moyen dans ses capacités d'augmenter sa force. Alors là, pareil, ça fait un peu Voltron, puisque lui-même est un saprobionte. C'est juste à ce que lui, il passe, il a déjà piétinement, vous augmentez sa force, et quand il tape, vous faites autant de saprobiontes. Donc c'est une capacité qu'on a déjà vue, de faire autant de jetons quand une créature tape. Faut pas forcément le voir comme un tribal saprobionte. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça fonctionne comme tribal saprobionte, tellement la capacité est spécifique. Les saprobiontes, c'est pas des créatures qui passent facilement, c'est juste des 1-1 sans capacité. Donc ça leur va pas forcément. Mais notez que c'est possible. Que les saprobiontes que vous créez avec sa capacité, si vous passez avec un joueur, ça va doubler votre nombre de saprobiontes. S'il y a quelqu'un qui a aucun bloqueur, alors là, vous allez vraiment en profiter. Tycho the Patient Avalanche, une 4-5 pour 4 Dimir. Il arrive en jeu engagé. Quand une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, si elle n'est pas morte, vous faites regard 1, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Quand il attaque, vous pouvez payer 1. Quand vous le faites, une créature attaquante ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Une fois de plus, c'est une manière un peu tordue de faire un Voltron. Vous lui mettez des marqueurs, il devient imbloquable. Oui, bon, on a compris où vous voulez en venir. Comment on fait pour qu'une créature quitte le champ de bataille sans mourir, vu qu'on est en Dimir? Il y a un peu de blink. Vous avez aussi le ninjutsu qui est typiquement en Dimir et ça vous permet de renvoyer des créatures en main. Je pense que c'est pour ça qu'il a été pensé, puisque comme vous le voyez, c'est une tortue ninja. Et 4-5 pour 4, c'est de bonnes stats. Là, on n'est pas sur une 1-1 pour 3 comme avec le saprobiante. Oh, t'as déjà une grosse créature. Juste, je comprends pas trop ce que je vois sur l'illustration, j'ai l'impression qu'il est handicapé. Rêve, Teeth Extractor, une 3-3 pour 4 mono noir. Quand vous attaquez, une créature gagne contact mortel jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature ou plus que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton trésor. Vous regardez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur, vous l'exilez face cachée, et vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Donc vous pouvez pas dépenser du mana de n'importe quelle couleur, mais vous avez le trésor que vous créez. Hein. Ça fonctionne un peu comme Ragavan en fait. En fait c'est ça, c'est Ragavan mono noir. Ça transforme toutes tes créatures en mini Ragavan. Une fois de plus, tu peux le faire qu'une seule fois par joueur, à moins encore d'avoir la double initiative. Mais c'est plutôt fort, hein, parce que si tu tapes une fois chaque joueur, tu crées 3 jetons trésors. Rien que ça permet de le jouer, même hors commandant, hein, c'est une bonne carte dans un deck, ça, un truc qui te crée 3 jetons trésors si tu tapes chaque joueur. Et c'est un peu le nouveau thème du noir, de jouer les cartes des adversaires. Ils font de plus en plus de cartes comme ça en ce moment. Thurid, Mare of Destiny, une 2-4 pour 4, mono blanc, vol, lien de vie. Quand vous lancez un sort de Pégase, de licorne ou de cheval, vous le copiez. Les Pégases, les licornes et les chevaux que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, capacité très très forte, type de créature médiocre. Chevaux, on n'a pas tellement de chevaux dans Magic, bizarrement. Hein. C'est un type de créature, on s'attendrait à le voir plus souvent. Mais on n'a pas tellement. Licorne, encore moins. Pégase,
À peu près autant que des chevaux, je dirais. En tout cas, la capacité est forte. C'est probablement un commandant qui va être de plus en plus fort au fur et à mesure des extensions qui sortent. Il suffit que quelques chevaux sortent encore pour que ça devienne vraiment fort. Mais pour l'instant, je m'y connais pas non plus en tribal chevaux Pégase, mais je pense que c'est compliqué de faire un deck mono blanc tribal comme ça. Zul Ashur Lich Lord, une 2-2 pour 2 mono noir, parade payé 2 points de vie. Et vous pouvez l'engager pour lancer un zombie depuis votre cimetière ce tour. C'est un tribal zombie plutôt rigolo, puisqu'elle arrive tour 2. C'est elle-même un zombie, non pas que ça change quelque chose. Vous devez quand même payer le coût du zombie, je vous précise, parfois les gens se demandent. Il n'y a aucune restriction avec le zombie, je veux dire, il n'arrive pas avec un marqueur fatalité, il n'est pas exilé d'une quelconque manière, ce n'est pas un jeton, donc c'est une capacité qui est répétable à chaque tour. Vous pouvez renvoyer le même zombie à chaque tour. Je pense que c'est plutôt fort, vous pouvez même dégager Zul Ashur pour pouvoir recast un autre zombie. Gornod, The Red Reaper, une 2-3 pour 3 mono rouge. Célérité, les Quars ne peuvent pas bloquer les guerriers. À chaque fois qu'au moins un guerrier que vous contrôlez attaque un joueur, une créature que ce joueur contrôle devient un Quar. Pour toujours. Les guerriers que vous contrôlez ont plus X plus 0, X étant le nombre de Quars que vos adversaires contrôlent. Donc c'est vraiment fort. Juste, il faut beaucoup de guerriers. Donc si vous faites des jetons guerriers, je pense que ça va être le moyen le plus simple, parce qu'il va falloir que vous attaquiez chaque adversaire. Une créature de chacun va devenir un Quar, donc vos guerriers vont avoir plus 3 plus 0, et en plus, ils pourront pas bloquer. Donc c'est vraiment bien comme capacité, au pluriel, hein, toutes ces capacités sont vraiment bien. Juste, il faut que vos adversaires jouent des créatures. C'est fréquent que chaque adversaire ait une créature, mais que chaque adversaire ait 5 créatures, là ça devient compliqué. Vous êtes récompensé si vos adversaires ont plein de créatures, mais en même temps, si vos adversaires ont plein de créatures, alors ils pourront bloquer probablement. Vous ne pourrez pas tous les transformer en Quar. Heureusement, le commandant arrive assez tôt, donc on peut assez tôt commencer à transformer les créatures en Quar, parce qu'il faut vraiment qu'il arrive le plus tôt possible pour vraiment bien mettre en place son jeu. Et en même temps, il faut qu'il y ait déjà des guerriers. Donc vous allez jouer sûrement plein de guerriers qui coûtent pas cher et créer des jetons guerriers. Je pense que ça fait un bon tribal. Pour le coup, guerrier, c'est une bonne tribu. Il y en a suffisamment pour faire un deck monocolore. Donc Gornog, j'y crois. Kala Ajani's Primate. Une 3-3 pour 4 mono blanc. Quand il attaque, vos autres créatures gagnent plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de marqueurs sur Kala. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous lui mettez un marqueur plus 1 plus 1. Vous pouvez même payer 4 mana pour gagner un point de vie. Personne fait ça. Bon, si tu payes 4 mana pour gagner un point de vie, à quel point t'es désespéré. Mais bon, la possibilité est là. En fait, ça m'étonne que ça soit mono blanc. Je pense qu'ils avaient designé cette dernière capacité pour qu'il y ait une autre couleur, parce que je vois vraiment pas l'intérêt sinon. Sûrement que ça aurait dû être Celestia. En tout cas, c'est hyper fort. C'est pour chaque marqueur sur Kala. Donc si vous mettez 10 marqueurs d'un coup, toutes vos créatures en plus 10 plus 0, c'est débile. C'est même pas obligé de faire un deck gain de points de vie, hein. Vous pouvez juste mettre des marqueurs d'autres manières. Vu qu'il n'y a pas de vert, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible en blanc hein, de mettre des marqueurs. A priori, ça fait un deck jeton. Ouais, vous faites plein de jetons, vous mettez plein de marqueurs sur Kala, puis vous tuez tout le monde. Cléon Mary Champion, une 2-2 pour 3 mono rouge, double initiative. Quand vous lancez un sort qui cible Cléon, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Je vous parlais tout à l'heure d'un mono blanc qui avait héroïque. Là, on a un autre héroïque, mais ça, c'est vraiment très très fort. Parce que c'est du héroïque card advantage sans limite. Chaque fois que vous le ciblez, vous allez exiler la carte du dessus. Si c'est un sort qui cible, vous le ciblez, vous exilez la carte du dessus. Donc ça va faire un peu un deck storm. Et en plus, double initiative, donc... je pense ça fonctionne beaucoup mieux. Je vous ai dit, les decks héroïques, ils s'épuisent beaucoup, ils épuisent très vite leurs mains à jouer voilà, 10 sorts par tour qui coûtent 1 chacun. Forcément, tu te finis vite avec une main à 0 carte, donc si t'as une carte comme ça qui te fait du card advantage à chaque sort joué, c'est hyper fort. Arabo, The First Fang, une 2-2 pour 3 mono blanc. Vos autres chats ont plus 1 plus 1, et quand Arabo ou un autre chat non jeton arrive, vous créez un jeton à un chat. Voilà, bon tribal chat, hein. Chaque chat qui arrive vous fait arriver un chat, ça ressemble à Rinesseri. C'est un bon tribal chat, hein. C'est vraiment... Il y a de quoi faire en mono blanc, j'ai déjà fait tribal chat. J'ai fait 2 tribaux chats mono blanc, et je sais que c'est une bonne tribu. Il y a beaucoup d'effets comme Arabo, avec les chats, où les chats boostent les autres chats. Slinza, The Spiked Stampede, 5-5 pour 5. Grul, vos sorts de bêtes coûtent 2 de moins. Chaque autre bête que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus 1 supplémentaire. Quand Slinza ou une autre créature de force 4 ou plus arrive, vous pouvez payer 2. Quand vous le faites, Slinza se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. C'est assez sympa cette dernière capacité, puisque vous voyez qu'il vous fait économiser 2 mana, et les 2 mana que vous avez économisés, vous pouvez les payer après, pour que les créatures se battent. Donc j'aime bien, Tribal Bête. On voit pas suffisamment Tribal Bête alors qu'il y a vraiment beaucoup de bêtes dans Magic. J'aurais bien vu cet effet pour 4 mana, là c'est un peu lent
ou un truc qui te permet de payer tes bêtes moins cher. T'as sûrement déjà joué 2-3 autres bêtes avant que Slinza arrive. Nirdiv, Diffuse Diver, 2-2 pour 3 mono bleu. Quand elle devient engagée, le joueur ciblé meule des cartes égales à sa force. Chaque fois que vous lancez un sort depuis votre cimetière ou activez une capacité depuis votre cimetière, vous piochez une carte et vous lui mettez un marqueur +1/+1. Ce qui veut dire qu'avec sa première capacité, vous êtes plutôt censé vous cibler vous-même. Hein, c'est pas... Sur le papier, c'est pas un deck meule, mais pourquoi pas si vous trouvez un moyen de l'engager, la dégager, l'engager, la dégager. Vous faites libérer du réel et manteau de paradis et vous pouvez l'engager et la dégager à l'infini. Donc oui, ça fait un combo en 3 cartes qui vous permet de meuler tous vos adversaires. Mais c'est principalement la deuxième capacité que je trouve forte. Quand vous lancez un sort ou activez une capacité d'une carte de votre cimetière, vous piochez une carte. Sans aucune limitation. C'est pas une fois par tour et ça m'étonne beaucoup. Donc tous les petits sorts qui se lancent à 1 depuis le cimetière, il y en a vraiment pas mal. Des petits sorts avec le flashback, pour 1 ça fait un truc, bon bah pour 1 ça va te faire piocher. T'as pas mal de capacités activées, pareil pour 1 mana depuis le cimetière qui vont te faire piocher. Des trucs avec exhumation qui te font piocher. T'as une citrouille, pour 1 mana depuis le cimetière, t'ajoutes 1 mana en l'exilant, donc là gratuitement tu pioches une carte si tu l'as meulée. C'est vraiment fort. C'est sincèrement très très bien comme effet. S'il y avait une autre couleur, ça pourrait vraiment être pété. Là, en mono bleu, heureusement, on ne devrait pas le voir trop souvent. Général Crit the Boltbringer, une 2-2 pour 3. À chaque fois qu'un gobelin ou plus que vous contrôlez attaque, vous créez un gobelin qui est engagé et attaquant. Quand une autre créature que vous contrôlez arrive, elle inflige une blessure à chaque adversaire. Voilà, c'est un genre de mini Purphoros. Chaque fois qu'une créature arrive, vous mettez une blessure à chaque adversaire. C'est très fort, hein. C'est quand même probablement moins bien que Purphoros. Ça va rentrer dans des decks en tant que créature plus qu'en tant que commandant, mais il y a moyen de faire un commandant jeton assez sympa avec ça. Zimon, Paradox Sculptor, une 1/4 pour 4 Simic. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures ciblées que vous contrôlez. Pour Simic, vous pouvez l'engager et doubler le nombre de chaque marqueur sur jusqu'à 2 créatures et ou artefacts que vous contrôlez. Ça pourrait vous rappeler quelque chose, parce que c'est exactement la capacité de Vorel du Clat du Coq, qui, lui, peut cibler les terrains, ce qu'on fait jamais. Mais Vorel n'a qu'une seule cible. Et c'était un de mes premiers decks, Vorel. J'avais fait un deck un peu de junk, marqueur charge, où je doublais les marqueurs charge sur des artefacts assez débiles. C'est pas très fort, Vorel. Donc, je pense que c'est un power creep compréhensible de faire Vorel en mieux avec cette Zimon. Surtout que Zimon permet de elle-même mettre des marqueurs avec sa première capacité. Donc c'est vraiment giga mieux. C'est tellement mieux que Vorel. Si vous avez un deck Vorel, juste laissez-le tomber, mettez Zimon à la place, vous allez voir, c'est tellement mieux de pouvoir le faire sur 2 créatures à la fois, même si vous faites marqueur +1/+1. Enfin, doubler les marqueurs, c'est très fort. Kikar, Zephyr, Awakener, une 3/4 pour 4. Azorius, vol, quand vous lancez un sort non-créature, choisissez un. Vous pouvez blink une créature, la renvoyer à la prochaine étape de fin. Ou vous pouvez créer une 1/1 esprit avec le vol, comme faisait l'autre Kikar. Donc ça ressemble plutôt à un deck blink, même si vous pouvez faire un deck jeton. Même si le deck jeton, vous pouvez le faire avec l'autre Kikar, qui fait pareil, avec une couleur de plus. Ouais, donc faites pas un deck jeton, en fait. L'autre Kikar est pareil en mieux. Non, c'est plutôt un deck blink, alors. Chaque fois que vous lancez un sort non-créature, vous allez pouvoir blink une créature, donc tous vos sorts de blink vont se multiplier, au final. Si vous blinkez une créature avec un sort, alors vous pouvez en faire une autre, comme si vous le copiez. C'est bien, sans plus. Ensuite, on est dans le top 4, 4ème meilleur commandant, Loot Exubérante Explorer, une 1/4 pour 3 mono vert. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire à chacun de vos tours. Pour 6, vous pouvez l'engager, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez, la mettre sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque. Donc ça rappelle pas mal Azusa, c'est un peu Azusa, sauf que vous pouvez jouer un terrain de moins par tour, mais vous avez une capacité activée qui permet de tirer parti de votre nombre démentiel de terrains. Je pense que ça peut être sympa de remplacer Azusa par Loot dans votre deck et voir ce que ça donne, ça peut être rigolo. À la condition que vous jouiez de grosses créatures. C'est vraiment le mono vert grosse créature. Alors c'est 6 mana pour l'activer. C'est un peu chiant, mais bon, ça vous permet en gros de jouer n'importe quelle créature pour 6 mana. C'est cher payé, mais si vous avez rien à faire de votre mana, c'est cool. Et vous pouvez le faire en éphémère, qui vous permet de mettre une grosse créature pendant le tour d'un adversaire. C'est rigolo. Alécha qui rit au destin, on dirait. Une 2/2 pour 3 à Rakdos. Elle a initiative, quand elle l'attaque, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Il me semblait que c'était une meuf, Alécha. Non, je crois que c'est peut-être un mec qui est devenu une meuf. Ah oui, d'accord, ils ont mis des pronoms, c'est it. D'accord, je vais voir quel pronom ils lui ont mis en français.
Eh ben en français, c'est sur L, voilà. Bref, au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Ça, une fois de plus, ça ressemble à un power creep de l'autre, Alécha, où tu devais payer 2 quand elle attaque pour renvoyer une créature de force 2. Oui, c'est ça, l'autre Alécha, c'était en fonction de la force de la créature que tu renvoies, et là, c'est en fonction de la valeur de mana. Je pense quand même que c'est mieux que l'autre Alécha, parce qu'il y a un moyen de la booster en elle-même, vous n'avez pas à payer de mana, et ça renvoie directement à l'étape de fin. C'est moins restrictif que la première Alécha, juste elle a perdu sa couleur blanche, c'est fâcheux. On arrive aux 2 meilleurs commandants de loin, je trouve. Le deuxième meilleur, c'est Koma World Eater, une 8-12 pour 7 en Simic. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Piétinement, parade 4. C'est bon les gars, on le tuera jamais, Koma, on a compris. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, créez 4-3-3 serpents qui s'appelle Koma's Coil. Voilà, parfait ça, une 8-12 piétinement qui crée 4-3-3 quand il touche. C'est débile, c'est juste débile. Impossible à contrer, parade 4. Koma n'aura jamais une carte appréciable, ce sera jamais une créature respectée. Tout le monde détestera toujours Koma, quelle que soit son impression, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que vous voulez, Wizards. Bien joué, je le déteste. Vous avez même pas besoin de baser votre deck sur quoi que ce soit avec ce commandant. Vous faites n'importe quoi, le commandant est très fort en lui-même. Si en plus, vous lui donnez double initiative, vous lui donnez célérité, vous lui donnez lien de vie, n'importe quoi, vous lui donnez n'importe quoi, c'est pété. Vous doublez les jetons, c'est très fort. Et c'est même pas le meilleur commandant de l'extension, le meilleur de loin. Niv Mizzet, visionnaire, 5-5 pour 6 Izet. Vol, vous n'avez pas de taille de main maximum. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non-combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. C'est pété. C'est pété. Juste le bas du plancher. La pire chose que tu puisses faire. Tu boltes la tête d'un adversaire pour 1 mana, tu mets 3 blessures, tu pioches 3 cartes. Ça, c'est un des trucs les moins forts que vous puissiez faire avec cette carte. Si t'as le gobelin des rues, tu lances n'importe quel éphémère rituel, tu pioches 6 cartes. Donc c'est pas compliqué, tu laisses ce commandant un tour de table, t'es mort. T'es mort. T'es foutu. Parce qu'il arrive quand t'as 6 mana. Donc si tu détapes avec plus de 6 mana le tour d'après, et que tu pioches une carte à chaque fois que t'infliges des blessures, enfin... Non, t'es giga foutu. Jamais tu laisses un adversaire d'étape avec Niv Mizzet visionnaire. Là, cette carte, c'est juste pas drôle à quel point c'est fort. C'est tellement abusé. J'ai relu plusieurs fois cette dernière capacité en me disant que j'avais manqué un mot, c'est pas possible que ça fasse ça, mais ça fait ça. Je pense que c'est une des lignes de texte les plus abusées que j'ai jamais vues. C'est incroyable, genre c'est vraiment fantastique à quel point c'est pété. Enfin bon, voilà le meilleur commandant de l'extension, selon moi. Je pense que vous aurez beaucoup de mal à me convaincre que c'est pas Niv Mizzet le meilleur commandant. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez papoter ou jouer à Magic. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et à bientôt.